avec la communication de Patrick, qui chaque année nous fait une revue de la littérature toujours très appréciée et qui est devenue la tradition de clôture de ce forum, qui ne fait pas l'objet de questions après. Et donc on vous dit à tout de suite, après une demi-heure de revue de la littérature internationale 2020. Patrick, on t'écoute. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir demandé, comme chaque année, de vous parler des grands messages de l'année 2020 en hépatologie. Naturellement, ce choix est subjectif et je ne peux pas, dans le temps imparti, vous citer toutes les publications de l'année. Je commencerai par de l'épidémiologie. Cette étude, qui date néanmoins de 2017, montre l'évolution de la bimortalité hépatique liée à la maladie chronique du foie en Europe entre 1980 et 2015. C'est chiffré en années de travail perdu et vous voyez la montée en puissance des maladies du foie par rapport aux autres pathologies et probablement ces pathologies hépatiques vont augmenter dans le temps. Quelle est l'épidémiologie en France des maladies hépatiques? En France, il y a 20 millions de personnes qui sont à risque, avec souvent des maladies asymptomatiques, avec l'évolution de la fibrose. Quand on regarde le nombre de patients atteints de cirrhose en France, c'est de l'ordre de 480 000 patients. Le nombre de décès est de 15 000 par an, avec 6 000 décès dus aux complications de la cirrhose et 9 000 décès dus à des cancers primitifs du foie, avec une incidence de 11 000 cas par an. Je vous invite à télécharger, le téléchargement est gratuit sur le site de l'AFEF, ce gros travail de notre association nationale sur les recommandations pour le diagnostic et le suivi non invasif des maladies chroniques du foie. C'est très pratique et on peut l'utiliser vraiment tous les jours. Foie et Covid, on peut difficilement s'en passer à l'heure actuelle. Il y a de très nombreuses publications sur foie et Covid. Les premières sont sorties de groupes chinois. Là, vous avez une étude qui a été publiée dans JHepathol au mois de novembre, une étude sur la situation en mars 2020 en Italie, sur 50 patients qui avaient été hospitalisés avec un SARS-CoV-2 positif. La mortalité à 30 jours est de 34%, et quand on regarde la mortalité, 2 tiers sont dus au Covid-19 et à peu près un tiers sont dus à l'aggravation de la maladie hépatique. Donc on le savait, mais cette étude nous le prouve et vous pourrez regarder tous les détails. Nos patients cirrhotiques sont des patients à haut risque, donc à bien protéger. Comment prévenir les maladies hépatiques? Donc dans la prévention, à part la cause initiale de l'hépatopathie, comment agir sur les cofacteurs? Je suis toujours impressionné par les publications de cette cohorte prospective européenne EPIC. En effet, près de 500 000 personnes sont suivies avec un recrutement qui date depuis les années 90. Et là, la publication s'est intéressée au carcinome hépatocellulaire et au cholangiocarcinome. Vous voyez, il y avait 275 carcinomes hépatocellulaires. Et quand on regarde l'effet de l'activité physique, 2 heures de sport par semaine baisse de 50% le risque de carcinome hépatocellulaire. Je trouve ça énorme. Donc pour tous nos patients, comme toujours, faites du sport et plus de 2 heures de sport par semaine. Le sport plus vigoureux semble plus efficace. Et étonnamment, dans cette étude, il n'y a pas d'effet par contre sur les cancers des voies biliaires.
Cette fois-ci une étude américaine, toujours prospective, avec des questionnaires qui sont remplis par des professionnels de santé, hommes et femmes. Ce questionnaire est rempli tous les 2 ans. Et les auteurs se sont intéressés à l'activité physique et le risque de mortalité hépatique chez les patients obèses. Comme vous pouvez le voir, l'activité physique prévient la mortalité hépatique. Une faible activité physique et l'obésité prédisaient un risque excessif de décès lié au foie, que ce soit carcinopathie vasculaire ou par cirrhose. L'excès de risque conféré par l'obésité a été nettement atténué par l'activité physique. Et si on veut résumer l'étude, marcher plus de 3 heures par semaine, et c'est corrélé à l'étude précédente européenne, aurait pu éviter 25% de décès liés aux maladies hépatiques. Donc même chez nos patients obèses, il faut les inciter à avoir une activité physique régulière. L'hépatite C reste d'actualité, et en particulier cette année. Le virus C est d'une fois de plus important cette année, et les découvreurs du virus C ont eu le prix Nobel de médecine cette année, Harvey Alter, Michael Newton et Charles Rice. En fait, vous pourrez lire le mode de découverte, qui est vraiment un très gros travail, associant un médecin scientifique, un virologue et un biologiste moléculaire. Actuellement, pour l'hépatite C, il faut mettre le paquet sur le dépistage. Je vous cite cette campagne de dépistage universel, Montpellier sans hépatite C, qui a été effectuée le dernier trimestre 2019. En effet, autant aux États-Unis que dans différentes sociétés en France, prônent pour un dépistage universel. Chaque personne devrait faire une fois dans sa vie une sérologie C, et ce dépistage n'a pas été accepté par l'HAS, qui nous dit de faire un dépistage pour les personnes à risque. Alors qu'en est-il de cette campagne de dépistage universel à Montpellier ? C'était une campagne de dépistage sérologique en population générale, avec ou sans prescription médicale, avec une proposition de dépistage combiné du VHB, du VIH et de la syphilis. Plus de 10 000 participants ont été dépistés. Les résultats, un taux de séropositivité de 0,89%, qui est en baisse par rapport à 2018. Plus de 83% des personnes qui étaient anti-VHC positives avaient plus de 40 ans. Et les principaux facteurs de risque étaient une iatrogénie avant 92 et les causes habituelles, tatouage, piercing, scarification. Les conclusions des auteurs: le dépistage isolé du VHC en population générale n'est pas une option pertinente, bien que ce travail soit vraiment intéressant, puisqu'il a mobilisé l'ensemble des acteurs de santé et a permis, même si le travail est important, d'initier des traitements chez 9 personnes. Je vous remonte sur cette plaque les facteurs de risque infection du VHC suivant la HAS. Je vais naturellement pas tous les détailler. Vous avez de très nombreuses publications sur le dépistage de la fibrose et la prédiction future de maladies graves ou de mortalité. Niels Bohr disait que la prédiction est très difficile, en particulier pour l'avenir. Actuellement, la vedette, c'est le FIB4 pour dépister la fibrose. En fait, c'est ce FIB4 que vous pouvez calculer en allant sur le site du CREG. Il est intéressant en médecine primaire pour pouvoir trier des patients qui nécessiteraient une consultation spécialisée, en particulier la réalisation d'un fibroscan ou d'autres méthodes plus précises que le FIB4.
Ce FIB4 est déjà sur les comptes rendus de tout bilan sanguin standard dans certains départements et en particulier les Alpes-Maritimes grâce au travail du réseau et en particulier Denis Ouzan. Et je pense qu'il va être étendu dans d'autres parties de la France. Alors ce test de FIB4, il est assez simple. C'est ça son plus gros avantage, mais est-ce que il va permettre de dépister tous les patients qui ont la fibrose? Voilà une étude suédoise sur des mesures répétées du FIB4 sur plus de 40 000 patients dans les années 85 à 96. Cette étude permet de conclure qu'une augmentation du FIB4 au fil du temps est associée à un risque de maladie hépatique grave, donc le répéter c'est peut-être intéressant. La répétition des tests FIB4 peut aider à identifier des personnes à risque de maladie hépatique grave. Dans le suivi, 50% de maladies hépatiques sévères avaient un taux de FIB4 systématiquement faible ou intermédiaire. Donc on répond pas pour tous les malades. Et dans cette cohorte, il y avait environ un tiers des patients qui avaient un FIB4 intermédiaire ou élevé à l'un des tests. Conclusion des auteurs, le FIB4 est probablement insuffisant pour le dépistage de la fibrose dans la population générale, même s'il nous permet de récupérer des patients qui n'auraient jamais consulté. Un message important à répéter, à re-répéter, les patients qui ont une cirrhose, même s'ils sont guéris de leur hépatite C, ont un risque important de carcinome hépatocellulaire, chiffré dans cette étude chez les vétérans aux États-Unis à 2% par an. Ce risque de CHC il persiste dans le temps, même 10 ans après, et il est plus important chez les patients qui avaient un FIB4 élevé au départ. Donc ne perdons pas de vue nos patients cirrhotiques guéris. La surveillance par échographie semestrielle a prouvé son efficacité et baissé le risque de mortalité par carcinome hépatocellulaire chez les patients suivis. Cette étude coréenne a comparé une surveillance par échographie standard et une IRM sans injection. En effet, il est difficile d'effectuer des IRM avec injection de manière semestrielle compte tenu du potentiel risque avec les produits de contraste. Par contre, les auteurs avec une IRM sans injection, avec une imagerie pondérée en diffusion T2, proposaient ce suivi et ont comparé par rapport à l'échographie standard. Dans cette étude, l'IRM sans injection montre une sensibilité et une spécificité significativement plus élevée que l'échographie pour la détection du carcinome hépatocellulaire. Le temps de balayage estimé de l'IRM sans injection était inférieur à 6 minutes, avec un total de 25 à 35 minutes. Compte tenu des bonnes performances et du manque de risque associé aux agents de contraste, l'IRM non amélioré, c'est-à-dire sans produit de contraste, a un potentiel pour la surveillance du CHC. La limite de cette étude, c'est une étude coréenne, donc avec des patients qui avaient souvent des cirrhoses post-hépatitiques B et des résultats d'échographie qui sont inférieurs aux études habituelles. Carcinome hépatocellulaire. La grande avancée cette année, c'est la présentation à l'ASCO 2020 et publiée dans le New England Journal Medicine en mai 2020. D'un traitement de première ligne d'immunothérapie associé à un anti-angiogénique, donc l'atezolizumab plus le bevacizumab contre le sorafenib, avec une différence très significative en termes de suivi, de médiane sans progression. Et ce qu'on peut voir aussi sur la courbe en haut à droite, c'est que il semblerait qu'il y ait un plateau
quand les patients ont bien répondu, on peut espérer que le plateau soit très long. Et là, on a vraiment une avancée majeure. Du reste, une ATU de cohorte qui a démarré à partir du 20 juillet 2020 et c'est maintenant le traitement de première ligne. Virus de l'hépatite D. L'EASL publie régulièrement des études comparatives épidémiologiques sur la situation des différents pays en Europe. Et quand on regarde la vaccination de l'hépatite B, on voit que la vaccination de l'hépatite B reste encore insuffisante en France. Donc continuons, c'est un long travail. Une autre information qui m'a quand même un petit peu étonné, seuls 20% des porteurs inactifs du virus de l'hépatite B seraient diagnostiqués en France, ce qui est vraiment faible quand on compare par rapport au Danemark à gauche, à l'Angleterre à droite. Donc n'oublions pas, même quand on voit des patients pour d'autres pathologies, de faire un dépistage de l'antigène HBS. Heureusement pour l'hépatite C par rapport à l'hépatite B, la France est beaucoup mieux placée sur les patients qui ont été diagnostiqués. On est à plus de 80% de patients qui seraient diagnostiqués pour l'hépatite C. Vous voyez donc là, cette fois-ci, on est pas mal placé. Vous avez une présentation par Corinne Castelnau que vous pourrez revoir sur la prise en charge de l'hépatite D. L'hépatite D, elle a été un peu oubliée ces dernières années et on se rend compte qu'il y a quand même 12 millions de personnes dans le monde qui sont affectées par l'hépatite D, même si la France est peu touchée. L'infection par le virus de l'hépatite D est courante chez les personnes positives pour l'antigène HBS dans l'ensemble du monde. Parmi les personnes antigène HBS positives, la prévalence estimée du virus de l'hépatite D est de 4,5%. La prévalence du virus de l'hépatite D chez les patients hospitalisés pour antigène HBS positif est plus importante, de plus de 16%. Et la prévalence du virus de l'hépatite D est plus élevée chez les personnes qui s'injectent des drogues ou qui ont le VHC ou le VIH. Donc ne pas oublier le VHD quand on fait un diagnostic d'antigène HBS positif. Et le virus de l'hépatite D cause environ 18% des cirrhoses et 20% des carcinomes hépatocellulaires associés à l'hépatite B. Donc un message à retenir. Quelques travaux spécifiquement sur la cirrhose. Une étude originale sur les femmes enceintes atteintes de cirrhose et leurs nourrissons, donc une étude en population, donc qui s'est passée au Canada. Les auteurs ont comparé plus de 2000 accouchements chez des patientes porteuses d'une cirrhose compensée par rapport à 10 000 grossesses. Première chose, on note une nette augmentation des grossesses en cas de cirrhose. Deuxièmement, 50% de ces grossesses étaient non désirées. On retrouve chez les femmes beaucoup plus de cofacteurs, en particulier les cofacteurs du syndrome métabolique. Les résultats, on va retrouver chez les femmes plus d'ictères, d'hypertension artérielle, d'accouchement prématuré, mais peu de décompensation hépatique, même dans les semaines qui suivent l'accouchement, de l'ordre de 1,6%. Le message, néanmoins, est un conseil de contraception chez les patients ne désirant pas d'enfants, puisqu'il y avait dans cette étude plus de 50% d'enfants non désirés. Une autre étude en Amérique du Nord, mais cette fois-ci aux États-Unis. Avec les bases de données, on peut faire beaucoup d'études, surtout que l'ensemble des logiciels médicaux aux États-Unis sont structurés depuis des années, donc on peut faire beaucoup d'études. Là, c'est sur une base de données de plus de 12 000 patients porteurs d'une cirrhose décompensée. Et l'auteur s'est intéressé au traitement inadapté. Et comme vous pouvez le voir, dans 53%, il y avait des prescriptions inadaptées d'opiacés, 46% d'inhibiteurs de la pompe à protons, dans 14% des benzodiazépines et dans 10% des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Donc chez ces patients qui ont une cirrhose décompensée, attention au traitement délétère. Qu'en est-il de l'aspirine dans la prévention de l'hépatocarcinome ? Une étude suédoise, comme toujours très bien faite, publiée dans le New England, sur l'ensemble de la population du pays, donc tous les Suédois, de 2005 à 2015, porteurs du virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Ça correspond à plus de 50 000 adultes. Ils ont été suivis près de 8 ans et il a été enregistré les patients prenant de l'aspirine égale ou inférieure à 160 mg. Quand on regarde à la partie gauche le risque de carcinome hépatocellulaire, sans prise d'aspirine, au bout de 10 ans, on est à plus de 8% de CHC, par contre 4% chez les patients prenant de l'aspirine. Et on retrouve sur la droite des résultats équivalents en termes de mortalité hépatique, près de 18% chez les patients ne prenant pas d'aspirine et 11% chez les patients prenant de l'aspirine. Donc un effet de prévention qui semble très net. On passe à la NASH. Quelle est la prévalence de la stéatopathie métabolique en France ? Donc la très belle étude française, la cohorte Constance, publiée dans Gastroentérologie au mois d'août. Je vous rappelle l'étude. Il s'agit de sujets qui consultaient au niveau de l'assurance maladie pour des examens. On avait exclu les patients porteurs du virus B, l'hépatite C, les hépatopathies connues et l'alcool. À partir de cette cohorte, on a pu déduire en termes de population générale à peu près 7,8 millions de patients porteurs en France d'une stéatopathie métabolique. Quand on regarde sur la droite le nombre de patients qui ont une fibrose avancée, donc sans hépatopathie chronique connue, on est à plus de 200 000 patients présentant une fibrose avancée. Quand on fait des simulations mathématiques sur l'évolution de la mortalité hépatique liée à la stéatopathie, on voit que cette pathologie a un avenir important. D'où l'intérêt de pouvoir les diagnostiquer précocement et pour l'instant donner des règles hygiéno-diététiques en attendant des traitements. Le sémaglutide est un analogue du GLP-1 qui est déjà utilisé dans le diabète de type 2. Il y avait déjà eu des publications sur l'efficacité du liraglutide. Là, c'est une étude de phase 2. Et cette étude montrait sur la partie gauche une efficacité, une résolution de la NASH, en particulier pour la dose de 0,4 mg là en foncé. Par contre, on n'a pas de réduction de la fibrose, même si les patients amélioraient leur transaminase, amélioraient tous les paramètres de la glycémie, perdaient du poids jusqu'à 12% de leur poids. Donc je pense que la phase 3 va être intéressante, mais ce qui est aussi très intéressant dans cette étude, c'est que vous aviez une bonne partie des patients qui n'étaient pas diabétiques. Donc à l'heure actuelle où nous n'avons pas de traitement médicamenteux pour la NASH, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Donc autre hépatopathie. Le groupe international sur les hépatites auto-immunes a publié ce mois-ci, mois de décembre, un algorithme sur la prise en charge des hépatites auto-immunes. Comme vous le savez, l'hépatite auto-immune est une maladie mortelle si elle n'est pas traitée. Heureusement, près de 80% des patients peuvent répondre aux stéroïdes plus l'azatioprine.
S'il y a une réponse insuffisante, mais qu'est-ce que c'est une réponse insuffisante? Il faut attendre 6 mois, et la réponse est définie par des normalisations des transaminases et des immunoglobulines G. Si la réponse est insuffisante, il faut naturellement voir si le patient prend bien les traitements. On peut doser les métabolites, les 6-TGN. Si les 6-TGN sont bas, on peut rajouter de l'allopurinol en baissant la dose d'azathioprine. S'il y a une intolérance, surtout au début avec l'azathioprine ou des problèmes hématologiques, on peut très bien prendre la 6-mercaptopurine, qui est le métabolite de l'azathioprine, qui peut être souvent mieux toléré. Si l'intolérance persiste, on peut passer au mycophénolate mofétil, donc traitement de deuxième intention. Si malgré tout il n'y a pas de réponse, on peut passer à un traitement de troisième ligne. Pour les traitements de troisième ligne, vous voyez la liste. Il s'agit simplement d'avis d'experts, on n'a pas d'études contrôlées. Le tacrolimus a été le plus souvent publié avec la cyclosporine, mais vous avez beaucoup d'autres immunosuppresseurs qui ont été testés, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas quel est le traitement de troisième ligne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'avais commencé par un petit clin d'œil sur Grasse avec les fleurs. Là, vous voyez la ville de Grasse. Je peux répondre à vos questions, si les questions, et surtout vous adresser les articles in extenso en anglais et certains qui ont été traduits en français. Merci. Merci Patrick. Tu as envie de parler encore peut-être, mais classiquement il n'y a pas de questions, alors on n'en a pas préparé non plus. Il est peut-être temps de conclure d'ailleurs ce forum d'hépatologie. Je voudrais d'abord remercier de nouveau le bureau du CREG et Jerry Pichot pour tout le travail qu'ils ont fait pour transformer ce qui était prévu en présentiel à Paris en distanciel à Carcassonne. C'est un saut de puce. Travail important qui manifestement pour nous aujourd'hui a été très efficace. Je voudrais également remercier les partenaires industriels qui nous soutiennent et qui continuent à nous soutenir en hépato, AbbVie, Gilead, Ecosens, Roche. Vous rappelez également que toute la commission hépato, que je remercie une fois de plus, est à votre disposition pour toutes les idées que vous pourriez apporter, tous les commentaires, toutes les critiques, et bien sûr pour nous rejoindre et travailler avec nous. En particulier aujourd'hui remercier les orateurs, les co-modérateurs, Solange de Besançon, Jacques, Pierre, Patrice, merci encore. Je rappelle également que vous pourrez revoir ces sessions en replay dans quelques temps, parce qu'on a quand même balayé différents champs de l'hépato aujourd'hui, le carcinome hépatocellulaire avancé, la chirurgie chez le patient cirrhotique, les maladies IgG4, le LPAC syndrome, le virus Delta, les cholestases de la grossesse, et puis le show de Patrick, sans oublier l'hépatite auto-immune, et puis le show annuel de Patrick sur la littérature. Donc on vous donne rendez-vous en continu sur le site du CREG. Et il faut surtout, après une petite pause d'une demi-heure pour refroidir les neurones, rester connectés pour le forum d'endoscopie qui va suivre tout à l'heure. Tous nos amis du CREG responsables de cette commission sont en attente d'action. Merci et à bientôt.